Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen en jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeilijk gaat. En wij zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Madame Sabine Storder, qui est Project Manager à la Task Force Vaccination. Nous allons d'abord commencer par écouter le docteur Van Latem, qui va nous donner un aperçu de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il fait froid, vous en avez tous rendu compte. Le virus n'a pas changé sa contagiosité à cause de ça. Et actuellement, nous tenons toujours bon dans ce beau paysage hivernal, car le plateau que nous connaissons depuis des semaines se poursuit. Il ne diminue pas, mais ça n'augmente pas non plus. À l'heure actuelle, on a même une petite diminution du taux de nouvelles infections. On a une petite augmentation des nouvelles hospitalisations, mais le nombre de décès continue à diminuer de manière significative. Alors, si on s'attache aux nouvelles contaminations, on a eu en moyenne 2212 nouveaux cas durant cette dernière semaine, avec une diminution de 5% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. En revanche, nous avons augmenté notre nombre de tests, donc ce n'est pas lié à une diminution du nombre de tests. Le nombre de tests moyen atteint à peu près actuellement les 50 000 tests par jour. Cette diminution se manifeste en Wallonie avec moins 8%, en Flandre avec moins 7%, alors qu'actuellement en région de Bruxelles-Capitale, on a une augmentation de l'ordre de 18%. Les provinces de Namur, avec plus 31%, et de Flandre orientale, avec plus 6%, connaissent elles aussi, comme vous le voyez sur la carte, une augmentation. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, c'est toujours dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres qu'elle est la plus importante. Si on s'intéresse cette fois-ci à la répartition selon les tranches d'âge, on constate des diminutions dans toutes les tranches d'âge, avec une diminution particulièrement marquée chez les personnes les plus âgées, de plus de 80 et 90 ans, respectivement de 18 et de 22%. De ce fait, l'âge moyen des nouveaux cas a diminué, il continue de diminuer. La semaine dernière, en l'occurrence, la moitié des nouveaux cas étaient âgés de moins de 38 ans. Si on s'intéresse cette fois-ci, et vous le voyez sur la diapositive, aux nouvelles hospitalisations, on a une légère hausse, effectivement. En moyenne, on avait 121 nouvelles admissions par jour, soit 6% de plus que 2% de plus, excusez-moi, que la semaine précédente. Donc une toute petite augmentation à ce niveau-là. Ceci nous amène à avoir à peu près 1700 patients, en l'occurrence 1698 patients hospitalisés pour Covid, dont 302 le sont en soins intensifs. Ceci est une diminution respectivement de 8 et de 7%. Vous avez remarqué qu'on est repassé au-dessus de la barre des 300 patients, ou très légèrement en tout cas. En soins intensifs, c'est probablement simplement lié à l'artefact habituel du début de semaine, avec des patients qui ne sortent pas des soins intensifs éventuellement pendant le week-end. Et on a toujours une petite augmentation, d'ailleurs tant du nombre total de gens hospitalisés que de gens en soins intensifs en début de semaine. Si on se préoccupe des décès, le nombre de décès continue à diminuer. Nous devons cependant toujours déplorer actuellement 39 décès en moyenne par jour. Ceci est 19% de moins que par rapport à la semaine précédente.
Ce pourcentage sera moins spectaculaire sans doute dans les jours qui viennent parce que dans la semaine de référence, il y avait jusqu'à présent le 23 janvier qui était marqué par 67 décès. Ce jour ne sera plus dans la semaine de référence et donc le pourcentage de diminution va sans doute lui aussi être moins important. Alors on va aborder notre thème du jour, un thème relativement long concernant le suivi des contacts dans les écoles. Comme vous le savez, et peut-être qu'on le sait trop peu, la Belgique est un des rares pays, occidentaux en tout cas, qui, dans le cadre de cette pandémie, a réussi à garder, vaille que vaille, pas toujours facilement, c'est clair, la plupart des écoles, et en tout cas les écoles primaires ouvertes, durant cette année particulièrement difficile, au contraire de la plupart des pays qui nous entourent. Garder les écoles ouvertes a été considéré, je pense à juste titre, comme étant une priorité sociale et psychologique, mais elle demande beaucoup de mesures. Elle demande des mesures de précaution, elle demande beaucoup d'efforts de la part des élèves, on en est conscient, de la part des parents, certainement, de la part des enseignants et de la part du psychomédico-social. C'est un grand bateau, une école. C'est un grand bateau, et un grand bateau, il faut prendre des mesures rapidement lorsqu'on veut le faire tourner, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, parce que ce n'est pas facile à faire. Et donc, il est important de réagir rapidement, mais adéquatement, lorsqu'une contamination apparaît à l'école. Dans certains cas, et vous l'avez vu, on doit fermer des écoles. Mais c'est une minorité des cas, cette quarantaine de précautions. Généralement, ceci n'est pas nécessaire. Très souvent, il suffit de faire, comme on le dit d'ailleurs pour les adultes, la détection des cas, le testing donc, de mettre en quarantaine et seulement de le faire pour les élèves qui ont eu un contact à haut risque. Nous allons passer en revue avec vous les directives à ce niveau-là, au niveau des écoles, et ceux que ça intéresse pour le relire plus en détail, vous le trouverez sur le site web de Sciensano. Alors une première règle, c'est que si un enfant est malade et qu'il présente des symptômes, puisqu'il est malade par définition, eh bien il doit rester à la maison. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants de la même manière aussi. Vous prenez contact avec votre médecin et il verra si oui ou non il juge nécessaire pour cette maladie de faire un test. Lorsque les enfants sont petits, lorsque les enfants ont moins de 6 ans, qui ne vont pas à l'école primaire, ils ne doivent pas systématiquement tous être testés si les symptômes sont peu importants, si l'enfant ne doit pas être hospitalisé, s'il reste simplement à la maison. On sait que c'est l'âge où on fait plein de petites infections virales, de type rhume par exemple, et que donc il ne faut pas dans tous les cas faire un testing chez les enfants de moins de 6 ans. C'est malgré tout à cet âge-là un certain facteur de stress. Ceci étant, ces enfants vont rester à la maison et ils vont y rester 10 jours, de manière à ce que si le cas était lié à l'infection, lorsqu'ils reviendront dans la communauté, ils ne soient plus porteurs du virus vivant. Deuxième règle, s'il y a une présomption de Covid chez papa ou chez maman ou chez le frère ou la sœur, par exemple, au sein du foyer de l'enfant, l'enfant va aussi rester à la maison. Comme cette personne plus âgée, normalement à la maison, va faire un test, si ce test est négatif chez le papa ou la maman, par exemple, l'enfant pourra retourner à l'école. Il n'y aurait pas de Covid au sein du foyer familial. Si le membre du foyer qui présente un symptôme a un test positif, l'enfant automatiquement est considéré au sein du foyer comme étant un contact à haut risque, il va donc être placé en quarantaine. Une quarantaine, on l'a dit, cela dure, je dirais actuellement, 10 jours. 10 jours après le dernier contact à risque. Si on effectue un test à J7 et qu'on a le résultat, on peut sortir à peu près 2 jours ou 3 jours, plutôt 2 jours, plus rapidement de cette quarantaine. Le dernier jour du contact à risque au sein de la cellule familiale, c'est le jour 10 après le début des symptômes de l'adulte ou du grand frère, de la grande sœur qui a présenté les symptômes en question. Dans les rares cas où on peut, au sein d'un foyer,
totalement isoler quelqu'un parce qu'on a la possibilité, liée au type de logement, on pourrait considérer comme dernier jour de contact le dernier moment où la personne a été au sein du foyer avant de s'isoler dans une chambre, par exemple. Mais il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, lorsque c'est un parent qui est contaminé, ce type de situation est peu facilement réalisable. Au total, donc, la quarantaine de l'enfant peut s'élever à 20 jours, les 10 premiers jours suivis des 10 jours suivants, sauf si un test à J7 montre qu'il peut sortir, faire donc le J18, J19 de cette période en question. C'est une longue période. On se rend compte que ce n'est pas facile à manager, mais c'est grâce à cette quarantaine que le virus ne sera certainement pas réintroduit par cet enfant au sein de l'école. Et c'est ceci qui pourrait déterminer qu'une école, ou une classe en tout cas, reste ouverte. C'est donc finalement un acte de solidarité par rapport au maintien du fonctionnement des écoles pour le bien de tous. Règle numéro 3, si un enfant de plus de 6 ans a un contact étroit avec un élève ou un enseignant contaminé, eh bien cet enfant est considéré, donc même à l'école primaire, comme étant un contact à haut risque. Dans ce type de situation, il doit être placé en quarantaine et il va être testé. Les enfants qui, en contraste, ont un contact à faible risque peuvent, eux, aller à l'école et continuer à y aller en s'abstenant toutefois de pratiquer des activités extrascolaires. Donc de se mélanger finalement avec d'autres bulles, d'autres enfants. Ceux qui vont déterminer ce type de contact, haut risque, faible risque, eh bien, ce sont les personnes les plus habilitées à le faire, c'est-à-dire des médecins, ou en tout cas des personnes, des structures psychomédico-sociales, qui ont eu une formation de manière et des instructions plus précises, en l'occurrence dans le contexte de cette pandémie. Et donc, avec cette connaissance, avec cette habitude qu'ils ont, ils vont déterminer qui est à faible risque ou à haut risque. La définition de ce type de contact va dépendre, on l'a déjà dit, de l'âge de l'enfant, les petits-enfants étant moins susceptibles d'être considérés comme étant des contacts à haut risque. C'est donc pour cela qu'il y aura une différenciation en fonction de, on a plus de 6 ans à l'école primaire, ou on a moins de 6 ans, on est en maternelle par exemple, et vous avez là une diapositive qui vous donne différents renseignements à ce sujet. Les contaminations au sein du personnel de l'école seront suivies par le médecin du travail quant à elle. L'enfant donc, qui est un contact à haut risque, doit être placé en quarantaine, comme on l'a dit, et il va être testé le plus vite possible. Pourquoi, entre autres, le plus vite possible? Eh bien, c'est pour savoir si d'emblée déjà, cet enfant n'est pas porteur du virus. Et s'il est porteur du virus, cela pourra lancer le tracing de manière plus rapide, de manière à définir les autres chaînes de transmission qui auraient pu ainsi se développer. Si cet enfant testé d'emblée là est positif, les autres membres de sa famille, frères, sœurs, papa, maman, seront eux aussi contraints de rester à la maison et, étant des contacts à haut risque, ils vont eux aussi être testés. Si par contre, ce test précoce de l'enfant est négatif, le reste de la famille, les autres membres du foyer, ne doivent pas être testés et peuvent continuer, pour les uns, aller à l'école, pour les autres, aller au travail. Ça n'empêche pas que l'enfant de départ, celui qui était considéré comme contact à haut risque, va rester en quarantaine pendant 10 jours, effectivement, et qu'il sera testé une deuxième fois. Au niveau de l'école, si une infection est détectée, on l'a dit, on ne doit pas systématiquement fermer toute la classe et certainement pas systématiquement fermer toute l'école. Et ceci ne dépend pas du type de variant. Le virus originel, le variant anglais, le variant sud-africain ne doivent pas faire changer fondamentalement ce type de politique. C'est en l'occurrence en cas d'infection multiple
et probablement ces variants sont-ils plus aptes à donner des infections multiples, ou s'il n'est pas clair si c'est vraiment une situation de contact à haut risque ou à faible risque, que l'on va mettre la classe entière en quarantaine. C'est le cas en l'occurrence lorsque les places au sein de la classe ont changé à plusieurs reprises et que l'enfant a la même journée, par exemple, côtoyé différents enfants de sa classe. Si l'on craint que le virus circule fortement dans l'école, dans des circonstances particulières, il peut être décidé alors de tester l'entièreté d'une classe, ou même dans certains cas l'entièreté de l'école. C'est le cas, entre autres, s'il y a plusieurs cas symptomatiques au niveau d'une classe. Plusieurs élèves tombent malades, 3-4 élèves tombent malades, par exemple. Ou si il y a eu des contacts avec de nombreuses classes différentes lors d'une activité et qu'on a donc risqué ainsi de disséminer l'infection au sein de l'école. Ce type de fermeture plus globale, plus importante, se fera presque par définition toujours en concertation avec l'inspecteur sanitaire. Lorsqu'on teste ainsi une classe, lorsqu'on teste ainsi une école, il n'est pas forcément nécessaire d'emblée, avant d'avoir les résultats, de fermer tout. Dans la plupart des cas, on peut continuer à fréquenter l'école jusqu'au moment où les résultats sont disponibles. Mais ça aussi, c'est typiquement une discussion à avoir avec le psychomédico-social et l'inspecteur d'hygiène. Bien sûr, si les tests reviennent, que ces tests sont positifs, qu'il y a de nombreuses contaminations dans différentes classes, la décision peut être prise, comme ça a été récemment le cas à plusieurs moments, de fermer l'entièreté de la structure. Nous comprenons bien que ceci est une situation qui n'est pas facile à comprendre et à expliquer, et donc c'est une raison fondamentale pour laquelle, au niveau des écoles, les centres PMS jouent un rôle de guide pour que ceci ne se passe pas, si possible, de manière erratique d'une école à l'autre. Deuxième thème, beaucoup plus court, c'est un suivi de ce qu'on appelle maintenant le long Covid, ce qui se passe après le Covid quand tout ne va pas bien. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, les personnes guérissent en 1 à 2 semaines, tout spécialement lorsque l'infection a été modérée, tout spécialement, bien sûr, si on n'a pas séjourné en soins intensifs, par exemple. Certaines personnes, et pas seulement ceux qui ont séjourné en soins intensifs, mais parfois certaines personnes qui sont restées à domicile, continuent à présenter des symptômes pendant non seulement des jours, mais éventuellement des semaines, et certaines d'entre elles des mois, après la fin de l'infection aiguë. Les symptômes les plus fréquemment signalés sont la fatigue, sont le fait d'être à court d'haleine, l'essoufflement, sont des maux de tête, sont des difficultés de concentration, la persistance entre autres de ce fameux brouillard, ce fog, comme disent les anglo-saxons, qu'on a parfois dans la tête lorsqu'on est en infection aiguë et qui continue parfois pendant des semaines après l'épisode en question. Et il y a toute une série d'autres symptômes qui sont ainsi actuellement signalés. Il y a dans la littérature scientifique beaucoup d'incertitudes et donc il est clair qu'il faut actuellement, et c'est une recommandation internationale soutenue par l'OMS et par plusieurs pays, il faut maintenant mieux s'attacher à comprendre ce qui se passe chez ceux qui présentent ces symptômes au long cours. Ceci est-il dû à une infection persistante, ce qu'on ne croit pas pour l'instant, mais bon. Ceci est-il dû à des fréquences différentes en fonction du type de population? Combien de temps cela dure-t-il exactement? Il y a de larges zones qui doivent être encore explorées. En décembre dernier, le KCE, donc le Centre fédéral d'expertise sur les soins de santé, a lancé une étude sur les besoins et le suivi des personnes qui présentent ainsi des symptômes pendant encore des semaines après la fin théorique de la pathologie. Dans ce cadre, le KCE a également lancé un questionnaire en ligne. Si vous avez encore actuellement ou si vous avez eu des symptômes Covid persistants ainsi de longue durée, vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne via le lien qui s'affiche actuellement sur la diapositive. Ce questionnaire peut encore être complété jusqu'au dimanche 14 février. Merci pour votre attention.
Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We geven vandaag een nieuwe stand van zaken rond COVID. Het weer is guur, het virus is nog steeds besmettelijk, maar we houden stand ook tijdens deze winterse sneeuwdagen. De plateaufase in de coronacijfers houdt verder aan. Er is sinds vandaag opnieuw een daling in de besmettingscijfers, terwijl de nieuwe ziekenhuisopnames lichtjes toenemen. De overlijdens blijven verder dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2212 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 5% in vergelijking met de week ervoor. Het aantal uitgevoerde testen is daarentegen nog licht verder gestegen, tot meer dan 50.000 testen per dag. Deze daling doet zich voor in Vlaanderen met min 7% en in Wallonië met min 8%. In het Brussels hoofdstedelijk gewest is er nog een toename van plus 18%, maar ook in de provincies Namen en Oost-Vlaanderen zijn er nog toenames met respectievelijk 31% en 6%. Het hoogst aantal nieuwe gevallen wordt vastgesteld in Oost-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen en West-Vlaanderen. We zien de dalingen bij alle leeftijdsgroepen, maar de daling is het meest uitgesproken bij de 80ers en de 90ers, met respectievelijk min 18% en min 22%. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe gevallen daalt hiermee verder. Zo was de afgelopen week de helft van alle nieuwe gevallen jonger dan 38 jaar. De nieuwe ziekenhuisopnames stijgen opnieuw lichtjes. Verleden week waren er gemiddeld 121 nieuwe opnames per dag en dat is 2% meer dan de week ervoor. Er liggen vandaag nog 1698 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 302 op intensieve zorgen. En dat is een verdere daling van respectievelijk 8 en 7% op weekbasis. Het aantal patiënten op intensieve zorgen ligt nu dus opnieuw iets hoger dan 300, terwijl het de vorige dagen wel onder de 300 lag. Dat is echter een normaal fenomeen, gezien er tijdens het weekend doorgaans minder ontslagen zijn uit het ziekenhuis, waardoor het cijfer van maandag wat hoger uitvalt. De overlijdens tot slot blijven dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 39 overlijdens te betreuren en dat is 19% minder dan de week ervoor. Deze daling zal vanaf morgen minder uitgesproken zijn, omdat het cijfer van 23 januari met 67 overlijdens op één dag uit de vergelijkingsperiode zal vallen. Vervolgens hebben we nog een thema rond de contactopsporing, contactopvolging op onze scholen. België is erin geslaagd om dit schooljaar de scholen grotendeels open te houden. En dat mogen we terecht een succes noemen. Dit is in tegenstelling tot de meeste van onze buurlanden. Maar het openhouden van de scholen is een belangrijke maatschappelijke prioriteit, maar vraagt heel wat voorzorgsmaatregelen en een enorme inzet en solidariteit van zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders en de centra voor leerlingenbegeleiding. Het is belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld wanneer een besmetting opduikt op school. Soms betekent dit dat volledige scholen getest worden en in quarantaine geplaatst worden uit voorzorg. Dit is echter meestal niet nodig. Vaak volstaat het om enkel de leerlingen met een hoog risicocontact op te sporen, deze te testen en in quarantaine te plaatsen. We zouden hierbij de officiële richtlijnen van de overheid nog eens willen overlopen voor wat betreft de aanpak van COVID op scholen. Deze maatregelen
en de beslisbomen staan gepubliceerd op de website van Cienzano. Regel 1. Als een kind ziek is en symptomen van COVID vertoont, dan moet het kind thuis blijven. Contacteer uw arts voor een test. Bij kinderen die nog naar de kleuterklas gaan, kinderen jonger dan 6 jaar, hoeft er niet noodzakelijk getest te worden bij milde klachten. Op deze leeftijd komt de typische snotneus immers vaak voor en dit zou kunnen leiden tot overmatig testen. Dat geeft veel stress en weerstand bij deze jonge kinderen. Maar dit neemt niet weg dat ook jonge kinderen thuis moeten blijven bij milde klachten. Ze blijven in principe thuis tot 10 dagen na het begin van de symptomen. Regel 2. Als een gezinslid, moeder, vader, broer of zus, mogelijk COVID heeft, dan moeten de kinderen thuis blijven. Als het gezinslid negatief test, mogen de kinderen terug naar school. Als het gezinslid positief test, dan gaan de kinderen ook in quarantaine. En deze quarantaine duurt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Indien een test wordt afgenomen op dag 7 na het laatste risicocontact, kan de quarantaine wel vroeger stopgezet worden. Enkel en alleen indien deze test negatief is. De laatste dag van het risicocontact is meestal 10 dagen na het begin van de symptomen van het besmette gezinslid. Tenzij het gezinslid zich volledig kan isoleren van het kind, dan geldt de dag van isolatie als laatste risicocontact. Voor een besmette ouder zal zo'n isolatie echter vaak erg moeilijk zijn. En dit betekent dat in totaal de quarantaine van het kind 20 dagen bedraagt. Of kan ingekort worden tot 17 dagen, mits een negatieve test. We weten dat dit een lange periode is. Maar u moet goed beseffen dat dankzij deze quarantaine het virus kan buitengehouden worden uit de school. En dit kan uiteindelijk het verschil maken tussen het openhouden of sluiten van een school. Deze inspanning is een belangrijke daad van solidariteit naar de rest van de school toe. En dan regel 3. Wanneer een kind, ouder dan 6 jaar, dicht contact heeft gehad met een besmette leerling of een besmette leerkracht, dan wordt het kind als een hoog risicocontact beschouwd. Een kind met een hoog risicocontact moet in quarantaine gaan en getest worden. Wanneer het kind enkel een laag risicocontact had, dan mag het in principe naar school blijven gaan. Deze kinderen moeten wel tijdelijk stoppen met hun buitenschoolse activiteiten. De risico-inschatting, of het al dan niet om een hoog risico of een laag risicocontact gaat, is iets dat gemaakt wordt door de schoolartsen van het CLB. Ze hebben daarvoor instructies gekregen en beschikken over heel wat kennis en expertise. Die definitie van het risicocontact hangt ook af van de leeftijd van het kind. We weten dat de allerjongste kinderen, jonger dan 6 jaar, iets minder makkelijk besmet worden en daardoor minder vaak als een hoog risicocontact worden ingedeeld. De risico-inschatting kan dus anders zijn in de kleuterschool dan in de lagere of de middelbare school. Hoogrisicocontacten zijn typisch kinderen die bijvoorbeeld naast elkaar in de klas of in de refter zaten. De besmettingen bij het schoolpersoneel, bij de leerkrachten, wordt opgevolgd door de arbeidsarts. Een kind met hoog risicocontact wordt dus in principe in quarantaine geplaatst en wordt getest. Er wordt een eerste test gedaan zo snel mogelijk na het contact. En deze test laat toe om te weten of het kind misschien ook al besmet is, maar nog geen symptomen vertoont. Als deze eerste test positief is,
dan moeten de andere leden van het gezin, de ouders, broers en zussen, ook thuis blijven en getest worden. Zij worden beschouwd als hoogrisicocontacten en moeten dus in quarantaine gaan. Als deze eerste test van het kind echter negatief is, dan hoeven de andere gezinsleden niet in quarantaine te gaan en hoeven zij in principe ook niet getest te worden. Zij kunnen verder naar het werk gaan of naar school gaan. Bij vaststelling van een besmetting op school is het meestal niet nodig om de hele klas of de hele school te sluiten. Ook niet als er een vermoeden is van de nieuwe Britse variant. Enkel als er meerdere besmettingen zijn en als het onduidelijk is wie een hoogrisicocontact was, bijvoorbeeld omdat er geen vaste plaatsen waren in de klas, dan moet de hele klas in quarantaine. Als er gevreesd wordt dat het virus rondgaat op school, kan er wel besloten worden om de hele school of een deel van de school te testen. Denk maar wanneer er verschillende gevallen zijn in meerdere klassen of omdat een besmet persoon met veel klassen in contact is geweest. In dit geval is het mogelijk dat kinderen naar school blijven gaan totdat de resultaten van deze testen bekend zijn. Indien uit deze testen wel zou blijken dat er veel besmettingen zijn op de school, dan kan besloten worden om de school tijdelijk te sluiten. Maar een sluiting gebeurt best steeds in samenspraak met de gezondheidsinspecteur. Vervolgens zouden we nog een oproep willen doen in verband met een studie van het Federaal Kenniscentrum over long COVID. Zoals u weet herstellen de meeste mensen vrij vlot van COVID na 1 of 2 weken. Bij sommige mensen blijven er echter aanhoudende klachten in de weken of zelfs maanden na de initiële besmetting. Vaak gaat het om aanhoudende klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn of concentratiestoornissen. Dat wordt ook soms hersenmist genoemd. En af en toe worden ook nog andere klachten gemeld. Er is hierover nog veel onduidelijkheid en bijkomend onderzoek is absoluut nodig. Er zijn heel wat open vragen. Welke klachten zijn typisch te wijten aan een vroegere besmetting? Hoe vaak komt dat voor? En hoe lang blijft dit duren? Afgelopen december startte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, of het KCE afgekort, een studie over de noden en opvolging van personen met langdurige COVID-klachten. In het kader van deze studie lanceerde het KCE een online vragenlijst. Dus indien u langdurig last heeft gehad van COVID-symptomen, wordt u vriendelijk gevraagd om deze online vragenlijst in te vullen. En u kan die vinden op de volgende link: kce.fgof.be/longcovid_NL. Deze vragenlijst loopt nog tot en met nu zondag 14 februari. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le début de la campagne de vaccination, notre objectif a toujours été de protéger les plus vulnérables, ceux qui sont le plus exposés au risque d'hospitalisation et de décès. De cette façon, nous contribuons aussi à éviter la surcharge de notre système de santé et du personnel soignant. Cet objectif reste inchangé, même si de nouvelles informations sont disponibles depuis le début de la campagne de vaccination, comme c'est le cas aujourd'hui avec le vaccin AstraZeneca. Qu'en est-il de l'efficacité de ce vaccin? Les données scientifiques disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées de 56 ans et plus.
Ce faisant, et sur la base de l'avis qui a été formulé par la Task Force Vaccination, la conférence interministérielle a décidé de réserver provisoirement ce vaccin particulier aux adultes âgés de 18 à 55 ans. Par conséquent, en attendant d'obtenir des données scientifiques plus robustes, le Conseil supérieur de la santé a recommandé que les 443 000 premières doses de vaccin AstraZeneca qui seront livrées dans notre pays au cours du mois de février soient provisoirement réservées aux adultes de 18 à 55 ans. Les études cliniques montrent dans ce groupe particulier que ce vaccin AstraZeneca offre une protection de plus de 70% à partir de 15 jours après la deuxième dose, particulièrement si celle-ci est administrée de 8 à 12 semaines après la première injection. Si l'on attend 12 semaines après la première injection, le vaccin peut offrir une protection plus élevée encore. Afin d'éviter autant que possible les maladies graves et les décès causés par la Covid-19, il a donc été décidé de proposer les vaccins AstraZeneca à certains groupes pour lesquels ils sont les plus efficaces. Qui va donc recevoir ce vaccin et quand ? Au cours de ce mois de février, nous commencerons à administrer le vaccin AstraZeneca au plus grand nombre possible de personnes au sein des groupes suivants, dans cet ordre et toujours dans la tranche d'âge des 18 à 55 ans. Premièrement, le personnel soignant. Ensuite, les résidents et les membres du personnel des autres institutions de soins collectifs, comme les centres de revalidation, les institutions psychiatriques ou encore le personnel des institutions résidentielles de protection de l'enfance et de la jeunesse. Troisièmement, les groupes à risque présentant des comorbidités. Toutefois, les personnes qui souffrent de troubles immunitaires ou bien qui sont traitées avec des immunosuppresseurs feront exception. Ces personnes seront vaccinées soit avec le vaccin Pfizer, soit avec le vaccin Moderna. Et enfin, les unités d'intervention au sein des forces de police. Quel est l'avantage de cette approche ? L'ensemble de ces groupes sera vacciné plus rapidement et en conséquence encourra un risque nettement moindre de contracter la Covid-19. De plus, les personnes âgées qui vivent à domicile seront vaccinées plus tôt que prévu, à mesure que de nouveaux vaccins Pfizer et Moderna seront disponibles pour elles. Tout cela va contribuer à l'immunité de groupe et donc à la protection de ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Combien de vaccins AstraZeneca sont attendus ce mois-ci ? En février, 443 000 doses du vaccin AstraZeneca sont attendues en Belgique. Le volume et le calendrier des livraisons futures restent encore à confirmer. En attendant, toutes les vaccinations qui ont été prévues avec les vaccins Pfizer et Moderna se poursuivront dans les semaines à venir. Il n'existe actuellement pas de données scientifiques solides qui démontrent que ces 3 vaccins ont un impact significatif sur la transmission du virus. En attendant, les mesures d'hygiène et de prévention restent pleinement d'application
et nous tenons une fois encore à remercier tous les citoyens pour leurs efforts continus dans le respect de ces mesures. Beste allen, van bij de opstarten van onze vaccinatiecampagne is onze doelstelling steeds geweest het beschermen van de meest kwetsbaren, die het meeste risico lopen op hospitalisatie en overlijden. Op die manier worden ons zorgsysteem en onze zorgverleners niet overbelast. Deze doelstelling blijft onveranderd, ook al er is sinds het begin van de vaccinatie nieuwe informatie beschikbaar geworden, zoals nu het geval is bij het AstraZeneca-vaccin. Over de werkzaamheid van deze vaccin. Momenteel zijn er nog onvoldoende wetenschappelijke data beschikbaar over de werkzaamheid van het vaccin voor personen vanaf 56 jaar oud. Daarom heeft de interministeriële conferentie op advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om de AstraZeneca-vaccins voorlopig enkel te voorzien voor volwassenen tot en met 55 jaar. Uit klinische studies blijkt dat het vaccin aan deze personen vanaf 2 weken na de tweede dosis een bescherming tot meer dan 70% biedt, als de tweede dosis gegeven wordt na 8 tot 12 weken. En als men na de eerste dosis 12 weken wacht, kan het vaccin zelfs nog een betere bescherming bieden. Zo er werd beslist om zoveel mogelijk ernstige ziekten en overlijdens door COVID-19 te vermijden en de AstraZeneca-vaccins aan bepaalde groepen aan te bieden, voor wie ze het meest werkzaam zijn. Wie krijgt het vaccin en wanneer? In de loop van deze maand februari zal men beginnen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin aan zoveel mogelijk personen binnen de volgende groepen. In deze volgorde en steeds binnen de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar oud. Ten eerste de zorgverleners. Daarna de bewoners en personeel in andere collectieve zorginstellingen, zoals revalidatiecentra en psychiatrische instellingen. Ook het personeel in residentiële instellingen voor de bescherming van kinderen en jongeren hoort hierbij. Ten derde, de risicogroepen met bepaalde aandoeningen. Uitzondering hierop zijn mensen met immuunstoornissen of die worden behandeld met immunosuppressiva. Deze mensen zullen worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna. En tenslotte de politionele ordediensten op het terrein. Wat is het voordeel van deze aanpak? Hierdoor worden deze groepen sneller gevaccineerd en lopen zij een beduidend lager risico op COVID-19-ziekte en ziekteuitvallen. Daarnaast worden de thuiswonende ouderen eerder gevaccineerd dan voorzien, omdat er voor hen meer Pfizer- en Moderna-vaccins beschikbaar worden. Dit alles bedraagt bij tot de groepsimmuniteit en dus de bescherming van de nog niet
gevaccineerden. Hoeveel AstraZeneca-vaccins worden deze maand verwacht? In februari worden 443.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin verwacht. Het volume en de planning van de latere leveringen zijn nog niet gekend. Ondertussen blijven de geplande vaccinatie met de Pfizer- en Moderna-vaccin voor de komende weken gewoon doorgaan. Momenteel is nog niet aangetoond dat de 3 vaccins een significante impact hebben op de overdracht van het virus. Daarom blijven de beschermde maatregelen onverminderd van kracht en wij willen alle burgers bedanken voor de inspanningen die hierbij al lange tijd geleverd worden. Dank u wel voor uw aandacht. Bedankt, mevrouw Storder. Derde deel van onze infomomenten, de persvragen. Vandaag hebben we 3 vragen gekregen. Ondanks een relatief stabiel aantal ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen maand is het aantal gehospitaliseerde patiënten gedaald. Het aantal overlijdens is ook gedaald. Kunnen we hieruit afleiden dat we patiënten beter en sneller verzorgen? Wel, het is zo dat het aantal patiënten die in het ziekenhuis liggen, en dat geldt zeker voor de patiënten op intensieve zorgen, is het resultaat van 2 tendensen. Je hebt een langere termijn, waarbij we al een lange tijd een lichte daling zien in het aantal ziekenhuisopnames, en de korte termijn, waar je eerder stabilisatie ziet. Wanneer je kijkt naar intensieve zorgen, dan liggen daar ook heel wat patiënten die daar meerdere weken blijven liggen. Dus op de piek van de tweede golf bouw je zo heel wat ingenomen bedden op. Zijn er heel veel patiënten op intensieve zorgen die daar maar heel geleidelijk aan uit ontslagen worden. Dus je hebt nog een hele erfenis die je moet afbouwen. Momenteel is het zo dat de kans dat mensen op intensieve zorgen belanden nog altijd vrij hoog is, 15 tot 20% van de opnames. Wanneer je kijkt naar de overlijdens, dan staat dat voor een stukje ook los van de ziekenhuisopnames, omdat we weten dat heel veel overlijdens ook buiten het ziekenhuis plaatsvinden, in de woonzorgcentra met name. En daar gaat het al een tijdje ook beter. Enerzijds omdat er minder grote uitbraken zijn en misschien ook zeker in de toekomst toe, dat hopen we toch dankzij de vaccinatie. Malgré un nombre d'hospitalisations relativement stable depuis un mois, le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs a diminué. Le nombre de décès dus au Covid a également baissé. Peut-on en déduire que l'on soigne mieux et plus rapidement les malades ? Alors ceci est une question complexe parce qu'elle fait intervenir plusieurs choses et des paramètres dont on ne domine pas encore totalement les raisons. Le total des patients qui sont hospitalisés en soins intensifs est à la fois l'issue d'une situation au long cours sur lequel nous avons la fameuse deuxième vague importante que nous avons connue et une lente diminution, et aussi d'une situation maintenant à court terme dans laquelle on a l'impression que la quantité de patients qui entrent à l'hôpital et sortent de l'hôpital est relativement équivalente avec ce plateau que nous connaissons. Au niveau des soins intensifs, on le sait, ils ont été remplis fortement lors de la deuxième vague et certains des séjours de soins intensifs sont particulièrement prolongés sur des semaines et des semaines, et nous voyons encore un peu actuellement le résultat de ceci se transfigurer dans les décès, entre autres, ou dans l'occupation relativement stable des soins intensifs. Actuellement, toujours 15 à 20%, un petit 20% en tout cas, des patients qui sont hospitalisés passent par les soins intensifs, et à notre connaissance, actuellement, le séjour n'a pas été modifié de manière significative par rapport
aux derniers mois comme en octobre ou novembre, par exemple. Concernant la mortalité qui évolue favorablement, elle est bien sûr liée partiellement à une mortalité qui diminue au niveau des patients en soins intensifs, mais aussi très significativement par rapport à une mortalité moins importante en extra-hospitalier, essentiellement d'ailleurs là dans les maisons de repos et de soins, parce qu'il n'y a pratiquement pas de mortalité extra-hospitalière autre que dans les maisons de repos et de soins. Et on sait qu'à ce niveau-là, depuis plusieurs semaines déjà, les grosses épidémies sont moins importantes, le nombre de cas est moins important, et peut-être déjà y a-t-il un début d'impact de la vaccination dans ces structures qui explique cette baisse de mortalité en dehors de l'hôpital. Le nombre de patients Covid en soins intensifs continue de baisser, alors que le nombre d'admissions reste plus ou moins stable. L'objectif poursuivi étant d'éviter la surcharge dans les hôpitaux, peut-on envisager de modifier le seuil fixé à 75 admissions par jour pour relâcher les mesures sanitaires? Alors, je vais prendre une image, vous savez que je les aime bien. Ce n'est pas parce que le chiffre de mortalité sur les routes évolue favorablement depuis maintenant plusieurs années que la code de la route doit être réformé et que la vitesse doit être illimitée sur nos autoroutes. On est d'accord, comparaison n'est pas forcément raison, mais je pense que ceci doit nous faire comprendre en partie la position actuelle. Il nous faut garder une structure de santé qui soit capable de répondre non seulement à ce Covid, mais aussi à la lourde tâche qu'elle avait déjà avant que le Covid existe. Il faut que dans le futur, elle ne soit pas chroniquement, comme elle l'est pour l'instant, avec le plateau que nous connaissons, sous une certaine pression, qui permet de faire le reste des soins, mais qui les rend plus complexes. Et donc, il faut que ceci soit plus facile, ceci soit plus fluide. De manière à le rendre plus facile et plus fluide, nous devons garder un certain nombre de critères. Ce ne veut pas dire que ces critères sont indéflectibles et taillés dans le roc, mais je pense qu'il ne faut pas trop facilement se dire « ça va mieux » et donc on élargit la situation. Le critère du nombre de patients devenant positifs par jour est un critère qui, lui, a une autre volatilité parce que, effectivement, le fait de protéger le système de santé, de protéger justement ce volume d'admission par la vaccination des plus fragiles, pourrait rendre ce deuxième critère moins utile dans le futur. Par contre, je pense qu'il reste nécessaire, à un certain niveau en tout cas, d'avoir des limites raisonnables protégeant la structure même de base du système de santé. Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorgen blijft dalen, terwijl het aantal ziekenhuisopnames stabiel blijft. De initiële doelstelling was om de overbelasting van onze ziekenhuizen te vermijden. Kunnen we overwegen om de vastgestelde drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag aan te passen met het oog op een versoepeling van de maatregelen? Laat ik beginnen met, het is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord als op de eerste vraag. Het feit dat het aantal patiënten op intensieve zorgen nog steeds licht daalt, ondanks dat de ziekenhuisopnames de laatste dagen of weken vrij stabiel zijn gebleven, heeft te maken met het feit dat je daar een combinatie ziet van een lange en een korte termijn trend. Heel wat patiënten op intensieve zorgen liggen daar al meerdere weken. Dat is nog een erfenis van die massale tweede golf, tweede piek die we hebben meegemaakt. En die worden met mondjesmaat ontslagen of jammer genoeg overlijden soms ook, waardoor dat aantal bedden op intensieve zorgen geleidelijk aan blijft afnemen, ook als de meer recente ziekenhuisopnames eerder stabiel blijven. Wat betreft de drempel, wel het is zo dat wanneer er minder ongelukken op de weg zijn, dan is dat geen signaal om de snelheidslimiet te verhogen. Ik denk dat die drempel zeer zorgvuldig is gekozen in het verleden. Dat is gebeurd op basis van epidemiologische modellen, waarbij 75 als een relatief veilige drempel werd beschouwd voor de ziekenhuisopnames. In die zin dat we graag onder die 75 ziekenhuisopnames per dag zouden zakken, vooraleer we aan echte versoepelingen kunnen denken. Versoepelingen die dan voorzichtig en stap voor stap kunnen genomen worden. Wanneer je terug boven die drempel van 75 zou uitkomen en je ziet een stijgende trend, dan is dat een signaal om de teugels aan te halen
en, of op zijn minst de maatregelen aan te houden zoals we dat nu ook doen. Waarom die drempel van 75? Waarom ligt die ook niet hoger? Wel, die is gekozen omdat die nog een zekere marge laat om te reageren en het tijd te doen keren vooraleer je met een echte overbelasting van het systeem te maken hebt. Het principe daarbij is ook heel eenvoudig. Dat als we vroeg en krachtig genoeg reageren, ga je een veel grotere impact hebben en ga je die inspanning minder lang moeten aanhouden om het tijd te keren dan wanneer je langer wacht of te lang wacht. Dan verlies je de controle, kom je in de exponentiële fase van de epidemie terecht, heb je meestal geen enkele keuze meer dan volledig op de rem te gaan staan en te gaan richting een zeer drastische maatregelen. En dat willen we absoluut vermijden. Vandaar dat het belangrijk ook is om zo'n drempel niet te hoog te kiezen. Welke invloed heeft de koude golf op de circulatie van het virus? Wel, laat ik eerst zeggen dat daar in principe weinig over geweten is. De impact van het weer op de verspreiding van virussen, daar bestaat relatief veel theorieën over, zeker wat het griepvirus betreft, maar we kennen eigenlijk relatief weinig over de impact daarvan specifiek op de verspreiding van het coronavirus. Wat we wel weten van het griepvirus is dat het mogelijk is dat koud weer de verspreiding van griepvirussen in de hand kan werken. Enerzijds omdat koude lucht vaak ook droge lucht is. En wanneer de lucht droog is, kan dat de verspreiding via aerosol bevorderen. De druppeltjes die we uitstoten, die dampen sneller uit in die droge lucht. Die worden daardoor kleiner en kunnen dan langer in de lucht blijven zweven en langere afstand afleggen. Anderzijds is het ook zo dat bij koud weer onze slijmvliezen wat minder weerstand kunnen vertonen. Ze zijn wat minder doorbloed, er zijn wat minder afweercellen, minder witte bloedcellen in onze slijmvliezen. Mogelijk worden er ook wat minder antivirale eiwitten geproduceerd, zoals interferonen. Maar opnieuw, daar is veel speculatie over en relatief weinig harde bewijzen. Verder leven we bij koud weer ook typisch binnen, wat ook weer de kans op besmetting verhoogt. Er is geen specifieke drempel die zegt van bij min 5 graden is dat risico groter dan bij 0 of bij 1 graden. We weten wel dat koud weer in principe goed is voor de verspreiding van respiratoire virussen. Er is natuurlijk ook wel een ander fenomeen dat je merkt aan onze wegen. Wanneer het sneeuwt en vriest, dan zijn mensen minder geneigd om de auto te nemen en zal er misschien wat meer gethuiswerkt worden. En van thuiswerk weten we dat het een zeer effectieve maatregel is om besmettingen in te dijken. En dan kunnen we hopen dat dat misschien wat tegengewicht biedt. Quelle est l'influence de la vague de froid sur la circulation du virus? Alors, il faut être honnête de dire qu'il y a plein de choses qui circulent, c'est l'occasion de le dire, comme information à ce niveau-là, mais que scientifiquement, il y a très peu de réelles données concernant l'impact du climat sur la circulation des virus et parfois d'ailleurs aussi de certaines bactéries. On sait plus de choses, ou en tout cas on dit plus de choses concernant la grippe, puisque pour le coronavirus, là, les données sont pour le moins partielles. Et pour la grippe, comme vous le savez, globalement parlant, on accepte de se dire que le froid favorise sa transmission. Les éléments pour soutenir ça vont d'une part sur des éléments purement climatologiques et hygrométriques. Lorsqu'il fait froid, il fait d'habitude plus sec dans l'air, et un air plus sec est plus adéquat à la formation, à la persistance, à la diffusion des micro-aérosols et donc ces microparticules qui peuvent rester suspendues dans l'air et transmettre ainsi le virus à distance. Lorsqu'il fait froid, nos muqueuses, le point d'entrée du virus dans l'organisme, le nez, la bouche par exemple, sont plus froids, sont un peu moins bien vascularisés, un peu, je dirais,
abîmés, eux aussi, et que dans ce contexte, ils font moins bien leur travail de retenir le virus ou d'avoir une immunité locale permettant d'empêcher le virus d'entrer au niveau de ces muqueuses. Enfin, et on le sait tous, lorsqu'il fait froid, et particulièrement très froid, eh bien, nous avons plus tendance à vivre à l'intérieur, à être ensemble, et donc forcément à favoriser par la proximité la transmission du virus en question. Soyons clairs, il fait actuellement, il faisait ce matin, -7, -8 dans le centre de la Belgique. Personne ne sait si ce -7, -8 permet une meilleure transmission que le +2, +3 qu'on connaissait il y a quelques jours encore et qui étaient des températures tout aussi hivernales. Par contre, de manière intéressante, nous avons tous remarqué en arrivant ce matin qu'il y a moins de circulation. Lorsqu'il y a de la neige, les gens sortent moins et c'est une bonne chose. S'ils sortent moins et qu'ils sont actifs, c'est peut-être parce qu'ils télétravaillent, puisque la possibilité est maintenant clairement ouverte qu'ils télétravaillent plus. Et on sait que lorsqu'on télétravaille plus, qu'on va moins voir des collègues, qu'on est moins présent quelque part, on diminue les chaînes de transmission. Donc il est possible qu'il y ait par cette vague de froid un effet favorable d'une certaine manière qui endigue l'effet potentiellement défavorable des conditions climatiques quant à la transmission du Covid. Merci à toutes et tous pour votre attention. On se retrouve vendredi à 11 h pour la prochaine conférence de presse. Bedankt voor uw aandacht en tot vrijdag om 11 uur voor de volgende persconferentie.